Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 17e semaine de 2024, c'est la dernière plénière avant les élections. Alors, dans la vie de l'Union, c'est le marathon législatif qui prend beaucoup de place, avec un scandale d'espionnage qui touche la tête de liste de l'extrême droite allemande, la Chine qui est particulièrement visée à travers le devoir de vigilance et le Digital Service Act. Dans le club des 27, une deuxième affaire d'espionnage en 2 semaines touche l'Allemagne. Les anti-IVG pourront rencontrer les femmes qui veulent avorter. Pedro Sanchez menace de démissionner. La Slovaquie poursuit son démantèlement de l'état de droit. Et la Bulgarie s'enfonce dans une énième crise politique. Et chez nos chers voisins, le Royaume-Uni vote la sous-traitance de ses demandes d'asile au Rwanda. L'Ukraine obtient l'aide militaire américaine. Et la Macédoine du Nord a vécu cette semaine un premier tour d'élection présidentielle. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Élections européennes, l'Eurobaromètre voit la santé comme une priorité des électeurs européens. L'Eurobaromètre est le thermomètre de l'opinion européenne. À l'approche des élections européennes, il est d'autant plus important de connaître les sujets qui intéressent les Européens. L'enquête a été menée sur 26 000 participants. Les élections européennes intéresseraient 60% de la population, soit 11 points de plus qu'il y a 5 ans. Même si c'est la lutte contre la pauvreté qui est en tête des sujets de préoccupation des Européens, avec 33%, la santé, qui n'était même pas mentionnée en 2019, fait une entrée fracassante en deuxième position, avec 32%, devançant la défense et la sécurité d'1 point. C'est en Grèce, en Irlande, en Espagne, en Hongrie et en Slovénie où la santé a été la plus citée. Paradoxalement, cette semaine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a annoncé l'augmentation de maladies évitables par les vaccins. En 2022, il y avait moins de 200 cas de rougeole. Il a dépassé les 5 770 cas enregistrés, dont 5 décès. Une maladie qui nécessite de vacciner toutes les personnes de plus d'1 an. L'idéal est d'avoir une couverture vaccinale de 95%. Idem pour la coqueluche, qui a vu son nombre de cas multiplié par 10 par rapport à 2021-2022. Et c'est la Roumanie, victime avant même l'arrivée du Covid de désinformation autour des vaccins, qui représente 80% des cas. Élection européenne encore, la tête de liste de l'Alternative für Deutschland, ciblée pour plusieurs soupçons d'ingérence étrangère. Maximilian Krah, déjà repéré parmi les députés européens ayant été interrogés par Voice of Europe, site qui prétendait faire de l'information tout en laissant l'extrême droite être surreprésentée dans ses contenus, probablement téléguidé par la Russie, c'est désormais une influence chinoise qu'on lui prête. Et cette influence aurait été très bien incarnée par son désormais ancien assistant parlementaire, Jian Guo, arrêté par les autorités allemandes en début de semaine. Jian Guo est un ancien entrepreneur binational germano-chinois qui avait milité par le passé au SPD. Son accès au Parlement européen lui aurait permis d'avoir accès à des données sensibles qu'il aurait transmises aux renseignements chinois, notamment de la Commission Commerce international du Parlement européen, commission à laquelle Maximilian Krah était membre. Jian Guo aurait proposé ses services aux renseignements allemands, qui ont refusé l'offre puisqu'ils le suspectaient déjà d'être un agent à la solde de Pékin. Il s'était infiltré dans des cercles de dissidents chinois en Allemagne, alors qu'il affichait dans le même temps son admiration pour Xi Jinping et prônait le rattachement de Taïwan à la Chine. Sans surprise, la Chine réfute l'espionnage et parle même de calomnie. Mercredi 24 avril, la justice allemande a annoncé ouvrir 2 enquêtes préliminaires sur les soupçons de financement russe et chinois du député européen. Il aurait même été interrogé par le FBI en décembre dernier au sujet de paiements reçus d'un militant pro-Kremlin. Malgré tout, son nom a été inscrit comme tête de liste de l'AfD pour les européennes, et donc l'AfD ne peut pas le retirer. L'AfD se pose beaucoup de questions stratégiques pour éviter que les 17% d'intention de vote ne s'effondrent. S'il n'est pas surprenant que la tête de liste verte, Terry Reinke, ou encore la tête de liste socialiste en France, Raphaël Glucksmann,
demande que l'enquête sur Maximilian Krah soit bouclée avant les élections européennes. Ce qui l'est moins, c'est que Marine Le Pen, alliée de l'AfD au sein du groupe Identité et Démocratie, avec le RN, demande à l'AfD de mettre les choses au clair. Elle était déjà échaudée par l'enquête du magazine allemand Corrective qui révélait que les élus de l'AfD avaient rencontré des néo-nazis et un idéologue d'extrême droite autrichien prônant l'expulsion de 2 millions de personnes, je cite, non assimilées en Afrique du Nord. Le groupe d'extrême droite européen pourrait voir ses 2 plus grands représentants s'opposer et potentiellement qu'un des deux quitte le groupe. Le RN est convoité par le PIS et le Fidesz pour rejoindre les conservateurs et réformistes européens qui pourraient devenir le 3e groupe parlementaire au Parlement européen. Numérique, semaine compliquée pour TikTok. Lundi 22 avril, la Commission européenne ouvrait une procédure formelle à l'encontre de TikTok pour infraction au Digital Services Act en raison du lancement de TikTok Lite accompagné de son système de récompense. Selon ce système, plus l'utilisateur consomme du contenu, plus il gagne des points qu'il peut échanger pour recevoir des bons d'achat Amazon, carte cadeau PayPal ou simplement utiliser des jetons TikTok sur l'application. Déjà ciblé par une enquête pour son algorithme et son effet terrier de lapin, déjà critiqué pour la potentielle dépendance qu'il engendre et son manque de vérification quant à l'âge des utilisateurs, particulièrement les mineurs, c'est une nouvelle enquête à l'encontre de TikTok. La commission reproche à TikTok de ne pas avoir fourni d'études d'impact et de risque sur ce nouveau système avant de le lancer, ce qui est une obligation dans le cadre du Digital Services Act. Mardi, TikTok a fourni l'étude et devait fournir des arguments pour sa défense avant mercredi minuit. TikTok s'est finalement résolu à suspendre son système de récompense mercredi 24 avril. Un moyen pour TikTok de s'éviter de plus amples soucis. Il n'empêche que les enquêtes sont encore en cours et les griefs à l'encontre du réseau social chinois se multiplient. L'entreprise risque une amende équivalente à 1% de son revenu annuel total ou chiffre d'affaires mondial. Finance, la réforme du pacte de stabilité adoptée. Après leur suspension du fait de la pandémie, les critères du pacte de stabilité étaient à nouveau sur la table. Et cette semaine, la réforme de la limite de déficit à 3% du PIB et de la limite de la dette à 60% passait au vote le mardi 23 avril. Comme les règles n'ont globalement pas été respectées historiquement par les grands États membres, la question se posait de réviser les règles. Le texte voté par le Parlement européen prévoit que les États devront présenter eux-mêmes leur trajectoire pour assurer la soutenabilité de leur dette. Elles seront fortement encadrées. Si la dette de l'État membre dépasse 90% du PIB, l'État devra réduire sa dette d'1% par an et 0,5% si elle se situe entre 90 et 60% du PIB. Lorsque le déficit sera supérieur à 3%, l'État membre devra le réduire pendant les périodes de croissance pour atteindre 1,5% du PIB et constituer des réserves pour anticiper les prochains déficits. Les contraintes des trajectoires pourront être assouplies s'il y a des investissements pour la transition écologique ou la défense. Le texte a recueilli 307 votes pour, majoritairement des eurodéputés socialistes, libéraux et chrétiens-démocrates, même s'il y a eu des votes divergents au sein de chaque groupe. Des socialistes et des Verts ont répété plusieurs fois tout au long du processus que cette réforme ramènerait l'austérité, alors que la droite et les libéraux y voient une manière de garantir la pérennité de l'économie. Reste au Conseil de l'UE désormais de voter le texte et le texte prendra effet dans les 20 jours suivant le vote. Les premiers plans nationaux devront être soumis au mois de septembre. Économie. Le Parlement européen adopte le règlement sur le devoir de vigilance. Là aussi, je vous en parlais il y a quelques semaines, le texte sur le devoir de vigilance avait fait l'objet d'un accord interinstitutionnel. Même s'il a été édulcoré, le texte a été voté par le Parlement européen le mardi 23 avril. Il s'attaque aux produits ayant un impact social et ou environnemental négatif. Il oblige les entreprises à prévenir, identifier et remédier aux violations des droits humains, telles que le travail des enfants, le travail forcé ou encore dans des conditions de travail indignes, mais aussi pour les atteintes à l'environnement, telles que la pollution ou la déforestation. Un texte affaibli par les États membres,
puisqu'il prévoyait de l'imposer aux entreprises de plus de 500 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 150 millions d'euros. Les seuils ont été ramenés à 1000 salariés avec un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros. Ce qui fait que seulement 5400 entreprises européennes seront soumises à ces nouvelles règles, ce qui fait relativement peu, alors que l'accord initial entre institutions prévoyait 16 000 entreprises. Aussi, l'obligation prévue dans le premier accord de lier la rémunération variable des dirigeants au respect d'objectifs en matière d'émissions carbone a été supprimée. Malgré tout, des entreprises soumises à ces règles devront établir des plans de transition climatique. Des enquêtes pourront être lancées sur de simples soupçons. Les produits pourront être saisis à la frontière et retirés du marché unique. Concernant les produits essentiels ou stratégiques, les produits pourront être retenus jusqu'à ce que l'entreprise limite l'impact social ou environnemental négatif. Les entreprises qui n'appliqueront pas leur devoir de vigilance devront indemniser intégralement leurs victimes, et celles-ci pourront les attaquer afin d'obtenir des dommages et intérêts. Des amendes dissuasives, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel mondial, sont prévues. Une législation qui devrait particulièrement cibler la Chine et l'exploitation de sa minorité ouïghour. Le texte doit maintenant passer au vote du Conseil avant son adoption définitive. Justice. Le règlement pour lutter contre les violences faites aux femmes voté au Parlement européen. La réforme avait fait grand bruit face au retrait de la directive sur la notion de viol. Que ce soit par un argument de compétence, certains pays craignant que l'Union européenne ne récupère une compétence judiciaire, ou simplement parce que certains pays pensaient que le viol par défaut de consentement ferait porter la charge de la preuve à la victime, la directive a été retirée par crainte de faire échouer le paquet de textes sur les violences sexuelles et sexistes. Et c'est donc fait depuis mercredi 24 avril. Le Parlement européen a voté à une très large majorité un texte comprenant des mesures contre le mariage forcé, les mutilations génitales, le cyberharcèlement ou encore le revenge porn. Il s'accompagne aussi d'un volet d'accompagnement des victimes. Le Conseil doit encore approuver le paquet de textes avant qu'il ne puisse définitivement entrer dans le droit européen. Justice encore, le Parlement européen valide le texte de lutte contre la traite des êtres humains. Mardi 23 avril, le Parlement européen a voté pour criminaliser le mariage forcé, l'adoption illégale et l'exploitation à des fins de gestation pour autrui dans le cadre de la directive qui vise à prévenir la traite des êtres humains. Le texte criminalise aussi le recours à des services fournis par des victimes de la traite lorsque l'utilisateur est conscient de l'exploitation. Le texte donne le choix au procureur de poursuivre ou non les victimes qui commettent des actes illégaux contre leur volonté. L'accompagnement des victimes est par ailleurs renforcé, ainsi que leurs droits, puisqu'elles auront droit à une protection de leurs droits et une garantie renforcée de leur droit d'asile. Les entreprises qui se rendent coupables de traite d'êtres humains pourront être exclues d'appels d'offres, de remboursements ou encore de subventions. Le texte doit encore être adopté par le Conseil et les États membres auront 2 ans pour que la directive soit pleinement appliquée sur leur territoire. Face à la densité de l'actualité législative, j'inaugure la sous-rubrique en bref. Nouveau règlement européen des télécoms. Le Parlement européen a voté le Gigabyte Infrastructure Act qui doit accélérer le déploiement de réseaux haut débit et, in fine, réduire les prix pour le consommateur. L'allègement des procédures d'octroi de permis ainsi que la mise en place d'un plafond de prix sont les 2 mesures phares du texte. Suppression temporaire des droits de douane ukrainiens. Le Parlement a adopté le texte sur l'exemption des droits de douane limité à un certain volume, comme l'ont voulu certains pays. Cette exemption sera valable jusqu'en juin 2025 et l'Union devra ensuite négocier un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Création d'un organe éthique européen. Après le Qatargate, la Commission avait proposé en juin 2023 la création d'un organe éthique interinstitutionnel sous son autorité. Le Parlement européen a voté le texte qui découle de l'accord interinstitutionnel. Son champ d'application irait des cadeaux et voyages offerts aux intérêts financiers, activités extérieures, rencontres avec les lobbyistes, activités post-mandat comme le pantouflage et bien d'autres. Surtout, 5 experts garantiraient l'indépendance de l'organe. Le préaccord interinstitutionnel devra encore être signé par toutes les parties
avant d'entrer en vigueur. La directive des travailleurs des plateformes adoptée. Le Parlement européen a voté le mercredi 24 avril la directive sur les travailleurs des plateformes. Le point essentiel du texte est la possibilité pour les travailleurs de s'appuyer sur une présomption de salariat. Face à la résistance de certains États, la présomption de salariat devrait être définie par le droit national. Abaissement des mesures environnementales de la PAC. C'est un texte qui répondait au mécontentement des agriculteurs. Les critères environnementaux abaissés ont été adoptés par le Parlement européen par procédure accélérée. Aussi, le texte prévoit la réduction des procédures administratives. Les critiques du texte reprochent l'absence d'études d'impact de telles mesures. Protection des cultures contre les maladies. Avec l'augmentation du commerce international, les maladies des cultures européennes ont aussi augmenté. Le Parlement européen a voté un texte pour assurer une meilleure traçabilité des cultures importées et la mise en place d'une équipe d'experts au sein de la Commission européenne chargée d'élaborer des stratégies pour lutter contre les maladies des cultures. Nouvelles règles pour réduire les déchets. Le Parlement européen a voté pour des objectifs de réduction progressive des déchets, notamment les emballages qui devront diminuer de 15% d'ici à 2040. Les emballages à usage unique seront proscrits dès 2030. Un plafond concernant les polluants éternels dans les emballages est fixé. Tous les emballages devront être recyclables d'ici à 2030. Les hôtels, restaurants et cafés devront autoriser les clients à ramener leurs contenants. Nouveau règlement sur les substances humaines. Le Parlement européen a adopté mercredi de nouvelles règles pour l'utilisation du sang, des tissus et autres substances d'origine humaine. Il réforme un texte vieux de 20 ans. Les États pourront indemniser les donneurs vivants avec obligation que les campagnes de sensibilisation ne soient pas incitatives. Les compensations fixes existent en Autriche, en Tchéquie, en Allemagne et en Hongrie. Les compensations pourront être non financières. Le texte va renforcer le suivi des donneurs, autant sur les antécédents que sur le suivi du nombre de dons. Shein intégré dans les entreprises soumises au Digital Services Act. Avec ses 108 millions d'utilisateurs, l'entreprise chinoise a largement dépassé le seuil des 45 millions d'utilisateurs qui oblige à se soumettre au DSA. Shein devra donc appliquer des règles plus strictes, comme faire des rapports sur les risques qui concernent les utilisateurs, notamment sur les contenus ou produits illégaux. Shein devra fournir son algorithme et missionner un audit indépendant annuel à ses frais. Passons désormais au Club des 27. Allemagne. Une affaire d'espionnage chinois mise au jour. Une semaine après 2 arrestations en Bavière de 2 germano-russes qui projetaient des sabotages, c'est cette fois 3 personnes soupçonnées d'intelligence avec la Chine qui ont été arrêtées lundi 22 avril. Herwig F., Ina F. et Thomas R. ont été interpellés à Düsseldorf et Bad Homburg. Thomas R. aurait récupéré des informations sur des technologies civiles innovantes pouvant servir dans le domaine militaire. Le couple gérait une entreprise servant d'intermédiaire avec le monde scientifique et de la recherche. Ils avaient conclu un contrat avec une université allemande. Un contrat qui a servi à un autre contrat qui leur aurait donné accès à l'état technique de pièces de moteur de bateaux dont sont équipés les navires de combat, ou encore un laser civil capable d'être utilisé à des fins militaires. Et les informations étaient transmises à l'agent de liaison chinois par Thomas R. Un épisode qui intervient la semaine du scandale entourant Maximilian Krah et une semaine après la visite d'Olaf Scholz en Chine. Une visite qui avait pour but de renforcer les liens avec la Chine, déjà très important pour les exportations allemandes. Italie. L'amendement sur l'accès aux centres de conseil par les anti-IVG adopté. C'est désormais officiel, le cavalier législatif introduit dans le volet italien de Next Generation EU par le parti Fratelli d'Italia, le parti de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, a été adopté le mardi 23 avril. Les mouvements anti-IVG seront donc autorisés à entrer dans les centres de conseil où les femmes viennent s'informer pour avorter. Même si l'amendement n'affaiblit pas juridiquement le droit d'avorter, le fait que les anti-avortements aient accès au centre mettra la pression aux femmes qui désirent avorter et les culpabilisera, comme ça se déroule déjà dans certains centres aux États-Unis. Cet amendement s'ajoute à la difficulté de trouver un praticien qui n'invoque pas la clause de conscience, ce qui représente 60% des gynécologues du pays, voire 90% dans certaines régions.
Espagne, Pedro Sánchez menace de démissionner. Mercredi 24 avril, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé se donner 5 jours de réflexion pour savoir s'il démissionnait ou non. La raison ? Une enquête a été ouverte à l'encontre de sa femme, Begoña Gómez, sur des soupçons de corruption après une plainte déposée par l'association Manos Limpias, main propre, proche de l'extrême droite. Il est reproché à Begoña Gómez d'avoir signé une lettre de recommandation à un chef d'entreprise qui avait sollicité des subventions publiques, ou encore d'avoir rencontré Javier Hidalgo, le président du groupe Globalia, pour discuter de partenariat alors qu'elle dirigeait une fondation. À ce moment-là, il sollicitait un plan de sauvetage pour sa compagnie aérienne Air Europa, qui a débouché sur un prêt de 475 millions d'euros. Face à cette plainte qu'il considère être un harcèlement contre lui et ses proches, il se donne jusqu'au 29 avril pour donner sa démission. À proximité des élections régionales catalanes, tout le monde se demande si c'est sincère ou si c'est pour que les socialistes fassent front face à l'adversité. Son éventuelle démission ne déboucherait pas sur des élections anticipées, car la dissolution est impossible dans l'année suivant la dernière dissolution, qui date du 29 mai 2023. Cette possible démission relance aussi la rumeur qu'il enverrait succéder à Charles Michel au Conseil européen. Slovaquie, la loi sur la réforme de la télévision publique adoptée. Mardi 23 avril, le Parlement slovaque adopte la loi qui réforme la radio-télévision publique slovaque, la RTVS. Un texte qui acte la révocation du directeur général et du conseil d'administration. Le ministère de la Culture pourra nommer le prochain conseil d'administration. La ministre de la Culture, Martina Šimkovičová, issue du parti d'extrême droite SNS, a travaillé pour un média complotiste avant son arrivée au gouvernement. Malgré son discours affirmant que la réforme est conforme au droit européen, la vice-présidente de la Commission européenne aux valeurs et à la transparence, Věra Jourová, se dit préoccupée par la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Slovaquie. Après le code pénal, c'est donc la réforme des médias publics qui est achevée par le gouvernement. Reste encore la loi sur les agents de l'étranger qui doit encore passer au vote. En l'espace de quelques semaines, plusieurs piliers de l'état de droit se sont écroulés en Slovaquie. Bulgarie, une énième crise politique secoue le pays. La coalition n'aura encore une fois pas tenu les dissensions entre partenaires de coalition. Le GERB et le PPDB n'ont pas réussi à s'entendre sur la composition du gouvernement, où Maria Gabriel, ancienne commissaire européenne, membre du GERB, devait succéder à Nicolae Denkov, leader du PPDB, dans le cadre de la rotation entre partenaires de coalition. La Bulgarie va connaître ses 6e élections législatives en l'espace de 3 ans. Le gouvernement aura tenu 9 mois. En plus de ne pas s'entendre sur la composition du gouvernement, les deux partis s'accusent mutuellement de corruption. Un climat qui profite au DPS, le parti de la minorité turque, emmené par le sulfureux Delian Peevski, placé sur la liste Magnitsky par les États-Unis. Le DPS profite de sa position centrale entre les deux autres et a su se rendre incontournable. L'élection devrait avoir lieu au mois de juin, dans la foulée des européennes. Et les projections semblent indiquer que le Parlement devrait rester très fragmenté, ce qui devrait mener encore une fois à de longues et périlleuses négociations. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Royaume-Uni, la loi sur l'envoi de demandeurs d'asile au Rwanda adoptée. Après une première tentative révoquée par la Cour suprême, jugeant la loi illégale, le Parlement britannique a adopté mardi 23 avril le projet de loi permettant l'expulsion des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Malgré les multiples obstructions des lords, la Chambre haute a fini par céder. Le projet de loi défendu par Rishi Sunak lance déjà la campagne des législatives où les conservateurs sont distancés par les travaillistes. Il espère bien refaire son retard et récupérer des électeurs partis vers Reform UK, le parti qui a succédé au UKIP. Le texte a été rédigé en parallèle d'un accord international avec le Rwanda, avec lequel le Rwanda a reçu 580 millions d'euros pour sous-traiter les demandes d'asile et recevra d'autres enveloppes pour assurer le service. La Cour suprême avait jugé la première loi illégale
parce qu'elle considérait le Rwanda comme n'étant pas un pays tiers sûr, dirigé d'une main de fer par Paul Kagame, qui étouffe les libertés et expose les demandeurs d'asile à un refoulement vers leur pays d'origine. Un texte qui semble indiquer que les conservateurs sont peut-être prêts à sortir de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Rishi Sunak assure que le pays a déjà réservé des créneaux de vol pour renvoyer les demandeurs d'asile vers le Rwanda. 3 experts de l'ONU ont déclaré qu'une telle loi violait les droits humains. Il semble que le destin de cette loi ne soit pas encore acté. La Cour européenne des droits de l'homme pourrait encore obliger le Royaume-Uni à révoquer cette loi. Ukraine, l'aide américaine enfin votée. Après plusieurs mois d'attente, où le Congrès américain faisait face à l'obstruction des républicains pour des raisons de politique intérieure, le Congrès a finalement consenti une aide militaire à l'Ukraine le samedi 20 avril. Une aide qui s'élève à 57 milliards d'euros et qui doit voir des munitions arriver dès les prochaines semaines puisque les stocks sont déjà dans des bases américaines en Europe. Des missiles ATACMS ont déjà été livrés avant même le vote du Congrès. Une aide qui devrait permettre de rééquilibrer les combats et redonner la possibilité aux Ukrainiens d'avoir l'initiative plutôt que de subir. Désormais, il revient aux pays européens de décider ou non d'envoyer des missiles patriotes à l'Ukraine qui permettent de renforcer la défense aérienne. L'Espagne a annoncé en fournir quelques-uns. La Pologne et la Roumanie sont en première ligne et ne peuvent donc pas s'en priver. La Grèce refuse pour ne pas prêter le flanc à la Turquie, qui pourrait menacer quelques îles grecques disputées. C'est pourtant un équipement nécessaire dans un contexte de bombardement intensif contre Kharkiv et Dnipro principalement. Macédoine du Nord, le premier tour de la présidentielle met la droite en tête. C'est une vraie surprise. Alors qu'en 2019, la présidentielle était assez serrée, mercredi 24 avril, le premier tour de la présidentielle a donné Gordana Siljanovska-Davkova, candidate du parti de droite libéral-conservateur VMRO-DPMNE, en tête avec 40,08% des suffrages. Elle a un peu plus du double des voix du président sortant, le social-démocrate du SDSM, Stevo Pendarovski. Un score bien en dessous de ce qu'a pu connaître le SDSM, qui est au pouvoir depuis 2017 et qui a fait avancer la Macédoine dans l'OTAN et vers les négociations d'adhésion à l'Union européenne, synonyme peut-être d'une fatigue électorale. Aussi, le veto bulgare pour des questions identitaires et historiques semble jouer dans le scrutin. En 2019, les deux étaient au coude à coude dès le premier tour, avec chacun 44% des suffrages. Autre information importante, c'est le morcellement du vote des Albanais de Macédoine entre l'Union démocratique pour l'intégration, le DUI, emmené par l'ancien ministre de la Santé Bujar Osmani, et le bloc d'opposition albanais Vlen, représenté par Arben Taravari. Ils ont reçu respectivement 13,36 et 9,21% des suffrages. Vlen accuse le DUI d'avoir été clientéliste. Enfin, le maire de Kumanovo, Maxime Dimitrievski, qui représente le parti de centre-gauche ZNAM, a reçu 9,26% des votes. La politique macédonienne est plus morcelée que jamais. Il semble improbable que le report de voix profite à Stevo Pendarovski. Résultat à suivre le 8 mai, jour du deuxième tour, mais aussi des élections législatives. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Europe Hebdo sur Facebook, Instagram, LinkedIn et votre plateforme de streaming préférée. N'hésitez pas à laisser des likes, des avis, des commentaires et à partager autour de vous pour soutenir et faire progresser le podcast. Et nouveauté, le podcast est désormais disponible sur YouTube et YouTube Music. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.